Bonjour. On pourrait croire que puisque les podcasts sont accessibles en permanence, la notion de rediffusion n'a plus de sens. Je ne le crois pas, car l'abondance de l'offre peut conduire à ce que certains enregistrements passent inaperçus ou en tout cas moins aperçus qu'ils ne le mériteraient. Je vous propose donc tout au long de cet été une série de deuxième vie au cours de laquelle je remettrai en ligne certains des badas de notre série Si c'est pour la culture, on a déjà donné. Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, nous poursuivons à travers nos badas notre exploration du monde de la culture. Nous le faisons dans des entretiens avec ses acteurs et ses artisans et nous nous intéressons à la diffusion de la musique classique en dehors des concerts. L'enregistrement sur cylindre de la voix ou de la musique débuta à la fin du XIXe siècle et fut supplanté quelques années plus tard par le disque plat en gomme de laque noire tournant à 78 tours qui permettait d'enregistrer 3 minutes de chansons ou 5 minutes de musique classique. Au milieu des années 50, le premier enregistrement sur 33 tours micro-sillon, le concerto pour violon de Mendelssohn, interprété par Nathan Milstein sous la direction de Bruno Walter, avec l'Orchestre Philharmonique de New York, ce premier enregistrement micro-sillon porte le coup de grâce aux 78 tours. Il avait diffusé plus d'1 million de titres, il n'en resta qu'une production marginale grâce à laquelle on a pu trouver en Inde un enregistrement sur 78 tours des Beatles. En 1958, la stéréophonie apporte une incontestable plus-value sonore. En 1983, les 12 cm du disque compact permettent l'enregistrement de 72 minutes de musique. Le succès est plutôt lent jusqu'à celui en 1985 de 2 albums, la Symphonie alpestre de Richard Strauss par Herbert von Karajan et le Philharmonique de Berlin et 52nd Street de Billy Joel. Nous sommes aujourd'hui à l'heure du numérique et nous allons revenir sur ces différents âges, ou plus précisément sur la période du compact et celle dans laquelle nous sommes, celle du numérique, pour comprendre leur fonctionnement et leurs ambitions. Et nous le ferons avec Ivry Ezel, créateur ou producteur de plusieurs labels de CD et d'une plateforme de diffusion numérique, Qobuz. Ivry Ezel, bonjour. Bonjour Philippe. Avant de nous intéresser à la manière dont est diffusée la musique classique, quelques mots de votre biographie, parce que dans le monde de la musique classique, à part interpréter, en tout cas en public, vous avez fait presque tout. Oui, j'ai rapidement renoncé à jouer de l'instrument, quoique j'en ai fait longtemps, pour devenir à 16 ou 17 ans une sorte de mélomane professionnel, une vive passion qui m'a saisi en fait même plus tôt. En vérité, on fête cette année le 50e anniversaire de la mort de Samson François et cela est un énorme choc pour moi. Le lendemain, j'ai cessé de lire Pif Gadget et j'ai commencé à lire Diapason. Et je pense que j'arrêterai de lire Diapason peut-être le jour où je passerai à notre temps le journal de la retraite heureuse. Ça, c'est la première étape. Mais la deuxième? La suite, j'ai travaillé dans un journal pour jeunes qui s'appelait Antirouille, où je me suis occupé de distribution. Où je venais même apporter des articles de musique classique alors que la tonalité musicale était davantage à Genesis ou à Ange. Et puis, j'ai travaillé également à faire des concerts dans les années 80, une série de concerts qui s'appelait Les musiciens amoureux, que j'avais faite d'abord au Théâtre du Musée Grévin, que nous avions rouvert, puis à la Comédie Les Champs-Élysées. Voilà, c'était des concerts qui étaient originaux parce que il n'y a que ça qui m'intéresse à faire, c'est des choses un peu originales et aussi qui m'ont laissé en tout cas et ont laissé je crois quelques personnes des très bons souvenirs parce qu'on a fait revenir pour la première fois après des années d'absence Xifra, on a fait rejouer à Paris Mieczyslaw Warszawski, une merveilleuse artiste, on a fait voilà, un certain nombre de choses et aussi dans le domaine du répertoire jouer beaucoup de musique française qu'on ne jouait plus et qui d'ailleurs a fait revenir au concert à cette époque-là, je me suis en aperçu, plein de gens qui n'y allaient plus.
Voilà, donc cette période-là. Puis, à la fin des années 80, au début des années 80, au début de 90, j'ai commencé à travailler dans le disque. Et je suis arrivé un peu par hasard dans une maison de distribution qui faisait que de la pop et du rock, où j'ai créé un département classique et je me suis lancé là-dedans à cœur perdu. Euh, En particulier parce que j'ai découvert, j'avais été très discophile jusqu'à l'âge de 20 ans, puis il y avait eu une sorte de passage comme ça où j'avais arrêté de collectionner les disques. J'ai un souvenir très précis, c'est que, et qui est vraiment très important pour toute la suite, c'est qu'à l'époque où les Mac, les Macintosh, vous savez, les premiers appareils Macintosh apparaissaient, j'avais été fasciné par de voir les premiers appareils qui coûtaient très cher à brancher des imprimantes d'étiquettes à aiguille. Et je m'étais dit, et j'avais donc comme ça un petit peu, moi qui ne suis pas du tout matheux ni quoi que ce soit, découvert un peu ce que c'était qu'une base de données. Et je m'étais dit, tiens, si on mettait mes disques dans une base de données, ça me permettrait de les retrouver plus facilement. Puis ensuite, Brigitte Massin m'avait demandé un article au début du CD sur comment je voyais le CD, quelles pouvaient être ses perspectives. À l'époque, tout le monde pensait que le CD allait favoriser les nouvelles productions et nous priver en quelque sorte de l'histoire du disque. Et j'expliquais dans cet article pas du tout qu'on viendrait rapidement à des rééditions. Et j'ai rencontré une dame au ministère de la Culture qui s'occupait de prospective et qui m'a vraiment étonné parce qu'elle m'a dit, mais vous savez, monsieur, en fait, le CD, c'est la numérisation, mais un jour, la musique arrivera à la maison comme l'électricité, le gaz ou le téléphone. J'en étais resté à cette idée-là et cette idée ne m'a jamais lâché pendant des années. Quand j'ai commencé à vendre des CD, j'ai apporté des tas de labels étrangers qui faisaient un travail extraordinaire. En ces années-là, les grandes marques françaises étaient Erato, Harmonia Mundi, et puis ensuite Ovidis. Et j'ai découvert réellement que les labels anglais, par exemple, et les labels allemands, mais surtout à l'époque les labels anglais, avaient vraiment des politiques extraordinaires, des labels tels que Chandos, Hyperion. Je me suis amusé à introduire ces labels sur le marché et à jouer un petit peu les troubillons de la sorte. Et ça a marché très très bien. Des labels qui se créaient à l'époque et qui étaient en quelque sorte refusés par mes concurrents, surtout Harmonia Mundi, venaient aussi me voir. Et c'est ainsi que Jolanta Skóra, qui créait Opus 11, Stéphane Topakian, qui créait Timpani, Stewart Brown, qui créait Testament, et beaucoup d'autres. Plus tard, Jean-Paul Combet, qui a créé Alpha, etc., sont venus me voir. Même Jordi Savall, quand il a créé Aliavox, tous ces gens, au fur et à mesure des années, sont venus me voir en me disant, Yves, écoutez, moi je crée mon label. C'est l'époque où beaucoup d'artistes ont créé leur label et beaucoup de producteurs qui travaillaient pour des grandes maisons de disques se sont mis à créer leur label. Ils sont venus me voir. Et moi, j'ai toujours été passionné par la distribution. Je pense que produire, c'est formidable, quoi que ce soit, mais si on n'est pas entendu, si on ne se préoccupe pas de la distribution, c'est un petit peu vain. Précisément sur ce point, comment pouvait se passer la distribution à l'époque? Tous ces petits labels dont vous avez parlé et dans lesquels il y a de véritables pépites, des labels dont certains ont redécouvert un répertoire ou inventé une autre façon de l'interpréter, comment organiser leur rencontre, comment organiser la rencontre entre le public et ses inventeurs? La période du CD a été une opportunité et un moment extraordinaire pour le disque classique, avec en effet la possibilité pour des labels faisant un job très intéressant de se projeter dans le monde entier. D'abord, le CD voyageait beaucoup mieux que le vinyle. Le vinyle, pour l'expédier à l'étranger, vous deviez séparer la galette de la pochette, c'était très sensible à l'humidité, alors que le CD était pratiquement, comment dire, sans aucun risque et voyageait extrêmement bien. Il s'est créé dans le monde entier une sorte d'amicale, je dirais ça comme ça, une sorte d'amicale de distributeurs indépendants. Dans chaque pays, il y avait 2, 3 distributeurs indépendants spécialisés en classique, qui, à eux deux ou à eux trois, distribuaient tout le monde. Et c'était vraiment un job extraordinaire, c'était vraiment une famille de pensée, c'était des gens qui étaient vraiment concentrés sur leur passion, le disque classique, la musique classique, qui ne faisaient pas fortune, mais vivaient correctement et rendaient des services extraordinaires au label.
Alors, de temps en temps, on se volait l'un à l'autre des labels. Enfin, c'était pas méchant. Et d'autre part, l'arrivée peu avant le CD de l'enregistrement numérique a également beaucoup changé de choses en simplifiant, en allégeant, en rendant beaucoup plus économique aussi le métier d'enregistrer. On n'a pas idée à quel point il était beaucoup plus compliqué d'enregistrer au temps de la bande analogique, et comme c'est devenu quand même beaucoup plus facile avec l'enregistrement numérique. Cela a permis à tous ces labels, en effet, comme vous l'avez dit, non seulement de développer des nouvelles manières, donner leur chance à des artistes qui réinventaient l'interprétation, et en particulier sur la musique ancienne et la musique baroque, mais aussi ça a permis d'explorer des répertoires de manière mais totalement extraordinaire. Quand vous lisiez les mémoires de Rubinstein, le premier volume extraordinaire, il vous raconte qu'il était très ami avec Szymanowski, le compositeur polonais Karol Szymanowski, et quand à l'époque Rubinstein dit « mais Szymanowski est un très grand compositeur, et j'invite tout le monde à l'écouter », personne ne connaissait Szymanowski. Et cette période du CD a permis de connaître des compositeurs comme Szymanowski, majeurs, mais tant d'autres, mais c'est incroyable. Et ça a été donc une période extraordinaire où il y avait quelque chose d'extraordinaire aussi, c'est une sorte de conjonction entre une réalité économique et une ambition culturelle. On pouvait faire des choses très intéressantes et gagner sa vie. Ça, c'était fantastique. Je me rappelle que la personne qui m'a accueilli chez Mediaset, le jour où elle m'a passé la main pour aller vendre les disques dans les magasins, parce que j'étais vendre mes disques dans les magasins, ça m'amusait énormément, elle me disait, tu sais, là, il y a une intégrale, on en est à la 25e volume de l'intégrale des symphonies de Joachim Raff. Tu sais, Raff, tu verras, ça se vendra très bien. Il n'y connaissait rien en musique classique, mais lui, il avait vu. Et c'est vrai que j'arrivais chez Virgin, je vendais 50 Raff et ils étaient vendus dans la journée. Donc c'était extraordinaire comme période. Est-ce qu'il ne faut pas aussi mentionner le fait que dans les grandes surfaces culturelles, à l'époque Virgin ou la Fnac, on trouvait non seulement de très importantes quantités d'enregistrements, une offre très large, mais aussi des guides, des vendeurs qui savaient de quoi étaient faits les disques de leur rayon. Oui, c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose de très particulier en France qui en a fait un pays de cocagne pour le disque classique. La France était, pour les éditeurs étrangers, un pays extraordinaire qui payait très cher ses disques et qui les vendait cher, qui dégageait de l'argent pour faire du marketing, pour les labels. Donc c'était formidable. Quand on vendait des disques à l'étranger, nous, particulièrement par exemple en Allemagne ou aux États-Unis, on les vendait beaucoup moins cher que nous les achetions. Et ça, la raison en était, il faut bien dire, la Fnac. Quand la Fnac s'est développée dans les années 70 dans le domaine du disque classique, la Fnac disposait de moyens pour faire des stocks et évidemment, la Fnac a été à une époque une entreprise culturelle tout à fait extraordinaire. Je me rappelle, pour vous donner une anecdote, d'un disquaire qui officiait à la Fnac Montparnasse, qui était anglais, qui s'appelait Royston, et qui était d'ailleurs un peintre formidable, et qui avait une passion pour la musique anglaise, qui connaissait sur le bout des ongles. Et moi, j'étais en France le grand spécialiste de la musique anglaise. Il faut dire que les Anglais ont fait discographiquement un travail fabuleux en faveur de leur musique que les éditeurs français ont à eux, n'ont jamais fait et toujours pas fait pour la musique française. Et ce garçon m'achetait des tonnes de disques de musique anglaise, c'était sa passion. Il en remplissait un peu trop les tiroirs et lorsqu'il est parti, j'ai eu des gros soucis parce qu'il y avait beaucoup de surstock. En revanche, quand j'arrivais avec une cinquième de malheur, ça, je n'osais pas trop insister auprès de lui parce que clairement, ce n'était pas son truc. Donc, on avait des vendeurs extraordinaires qui avaient des moyens de stocker. Et évidemment, les disquaires en province, quand une Fnac ouvrait, se trouvaient dans une situation très délicate parce qu'ils n'avaient pas le cash pour stocker autant que la Fnac. C'est-à-dire que la Fnac, après avoir, par sa seule existence, poussé à la diminution du nombre des disquaires, a fini par diminuer aussi la place de la musique classique dans ses rayonnages et par négliger la formation de ses vendeurs. Oui, parce qu'un jour, la Fnac s'est informatisée, parce que ce qui est extraordinaire aussi, c'est que la Fnac a toujours été assez retardataire et elle s'est informatisée très lentement et très tardivement. Et quand elle s'est informatisée, bon, c'est là que les ennuis ont commencé parce que quelque part, ils ont commencé à savoir ce qu'ils avaient en stock.
Et évidemment, vous savez que les gestionnaires ne sont pas toujours des gens très intelligents ou très artistiques, et ils ont commencé à être très embêtants. Et après avoir capté, en quelque sorte, le marché, la clientèle, après avoir fait fermer beaucoup de disquaires, ils se sont à leur tour fermés, et c'est devenu un peu infernal. Et ce moment un peu infernal est survenu, grosso modo, vers les années 97. Vous parliez tout à l'heure de cette dame qui, au ministère de la Culture, vous avait annoncé que bientôt la musique arriverait chez nous comme l'eau ou comme l'électricité. C'est ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, vous avez été de cette nouvelle aventure qui est l'aventure du numérique. Alors oui, en effet, j'ai pris ma liberté en tant qu'entrepreneur en 1997 quand j'ai créé ma société Abeille Musique, une société, bon, je ne savais rien faire d'autre. J'ai cassé mon plan d'épargne logement, qui n'était d'ailleurs même pas complet, et j'ai créé ma société qui s'appelait Abeille Musique, et j'ai fait ce que j'avais la possibilité de faire avec très peu d'argent tout de suite, c'est-à-dire de la distribution de disques. C'était mon métier, je connaissais par cœur. Bon. Et dès le premier jour, j'ai su. Alors, c'était une époque où on parlait de la mort du disque classique. Les majors, après avoir beaucoup dépensé de l'argent et avoir fait une politique artistique pas toujours très intéressante au début du CD, s'était pratiquement retiré, produisait extraordinairement peu, et j'avais d'une certaine manière réussi cela, qu'il devenait une sorte de tarte à la crème chez les journalistes discographiques de dire que, ah oui, finalement maintenant c'est les indépendants qui font des choses intéressantes. Et j'ai toujours dit, attention, les majors reviendront et ça sera terrible. Et je crois que, hélas, j'ai eu raison, on le voit en ce moment. Quand j'ai créé Abeille Musique, j'ai tout de suite pensé aussi que ce que je créais, ce n'était pas un distributeur de CD, c'était un nouveau distributeur de musique, et que ce distributeur de musique, en effet, allait commencer par vendre des CD, mais finirait par vendre du numérique. Ça a été mon intuition. Et d'ailleurs, tout à fait au début, j'avais singé une publicité d'IBM qui, à l'époque, disait « Solution pour une petite planète », et moi j'avais dit « Solution pour un tout petit métier », pour indiquer que je pensais que nous allions vers le numérique, encore une fois, par rapport à cette prédiction, m'avait dit la dame, qui datait, je rappelle, cette prédiction du ministère de la Culture, ça datait du début des années 80, donc c'est assez extraordinaire. Le CD venait tout juste de sortir. Comment conceviez-vous la programmation de votre label? Alors, ça a été tout à fait extraordinaire. Au début, je n'avais pas de sous, j'avais un carnet d'adresses, j'ai téléphoné aux gens que je connaissais. Beaucoup avaient été bloqués chez leur distributeur, et puis de toute façon, on n'était pas tout à fait certain que venir avec moi, c'était financièrement sûr. Donc, très étonnamment, j'ai travaillé avec d'autres avec qui je n'avais pas travaillé. Et puis, un jour est arrivé une sorte de miracle incroyable. Jordi Saval, que je ne connaissais pas, qui était à l'époque tout auréolé de l'énorme succès de Tous les matins du monde et des autres sublimes disques qu'il avait fait, Jordi m'appelle et me dit « Écoutez Yves, j'ai décidé de quitter ma maison de disques, voulez-vous, j'ai entendu dire que vous créez un nouveau distributeur, si vous vouliez travailler avec moi, ce serait formidable. » C'était vraiment, mais vous savez, le coup de bol, le miracle, car j'arrivais avec ma première feuille de nouveauté dans les magasins avec un disque du meilleur vendeur du moment, Jordi Saval. Et puis ensuite, bon, et d'autres labels sont venus, comme par exemple Arcana, Michel Bernstein, un très très grand éditeur pour lequel j'avais beaucoup d'affection et pour lequel dont je suis inconsolable de la disparition, et qui avait été d'ailleurs le premier éditeur, enfin l'un des premiers éditeurs de Jordi Saval, et qui avait créé Valois et Astrée, et beaucoup d'autres. Je m'occupais des enfants des autres. Ma passion, c'est de m'occuper des enfants des autres. J'ai produit beaucoup de disques moi-même, plus de 100 disques. Je l'ai fait, mais bon, ça serait trop long à expliquer, à raconter. À l'époque où je me suis occupé du label Naxos, que j'ai introduit sur le marché français, et je l'ai fait pour forcer le marché français à l'époque, pour dire, voilà, nous savons produire avec des artistes français. Mais ma vraie passion, c'est la distribution. Naxos, c'était aussi un label bon marché. C'était à l'époque, absolument, les disques étaient extraordinairement chers, ça coûtait 150, 170 francs à l'époque, un disque. Et Naxos coûtait 50 francs. Mais Naxos avait fait une opération avec Leclerc qui avait été massive, qui avait très bien marché, qui avait beaucoup rapporté d'argent. C'était la première fois qu'on vendait des disques à 50 francs. Et le créateur de Naxos avait un autre label qui s'appelait Marco Polo, que j'avais trouvé quand j'étais arrivé tout à fait au début chez Mediaset,
qui était un label de rareté totale. C'était vraiment des housses de cathédrale, si vous voulez, ou des cercueils à 3 places. Et le gars, Klaus Heymann, le patron de Marco Polo et de Naxos, avait été tellement stupéfait par le fait que j'en vendais tant, Léa Tchotchimsky, Joachim Raff, j'en ai parlé, etc., qui m'avait dit, mais enfin, pourquoi vous ne vous occupez pas de Naxos? Je lui ai dit, écoutez, laissez-moi me faire une réputation et puis j'y viendrai un jour. Je suis un peu coquin et un peu taquin et j'adore un petit peu remuer le métier. Et quand j'ai décidé d'introduire Naxos, je l'ai fait aussi parce que je trouvais les prix abusifs. Et je pensais qu'on ne pouvait pas comme ça rester sur des prix aussi élevés, que ça allait craquer, que c'était justement seulement une première période du marché, mais vous savez, tout marché se développe avec une baisse des prix, c'est tout à fait normal, on apprend ça dans les écoles de commerce, et qu'il était temps de donner surtout beaucoup plus de choix aux gens. Et ça a très très bien marché. L'introduction de Naxos en France a été un sujet compliqué parce que la FNAC résistait, enfin voilà, je m'en suis sorti comme ça, et ça a eu un très beau succès. Peut-être pourriez-vous nous donner une idée du répertoire que vous avez diffusé, du spectre de compositeurs et d'interprètes que vous avez fait connaître, que vous avez diffusé avec Naxos? À travers Naxos, c'est énorme. Oui, je sais bien, c'est pour ça que c'est... À l'origine, Naxos avait comme projet de ne faire que 250 disques environ, et encore, couvrant le cœur du répertoire. L'histoire de Naxos est une histoire très amusante puisque Klaus Heymann, qui était basé à Hong Kong, où il avait, en particulier pendant la guerre du Vietnam, mais en fait, il avait commencé, il travaillait dans une entreprise par correspondance qui servait les soldats qui étaient basés là-bas, je crois. Et puis, ensuite, il a arrêté. Il est devenu le représentant de la marque Bose dans tout le sud-est asiatique. Et puis, un jour, quelqu'un qui, je pense, lui devait de l'argent, n'avait pas les moyens de lui rendre et lui a troqué en quelque sorte 25 ou 50 masters, 50 enregistrements réalisés des œuvres principales du répertoire dans les pays de l'Est, en particulier à Bratislava. Alors vous savez, en France, on avait toujours cette espèce de mépris pour les pays de l'Est, ce qui est particulièrement stupide s'agissant de la musique, naturellement. Et à l'époque, Bratislava, personne n'aurait été capable de mettre ça sur un point sur une carte. Et moi, quand j'ai vendu Naxos, j'ai dit, mais vous savez, Bratislava, où Naxos fait tant de disques, vous savez, c'est la banlieue de Vienne. Hein, c'est à, je crois, même pas 30 km de Vienne. Alors, ça serait quand même assez curieux que les gens perdent tout talent parce qu'ils sont du mauvais côté du rideau de fer. Mais ça a été très difficile, néanmoins, d'imposer Naxos. C'était d'autant plus que Naxos, en se développant, était et toujours ce qu'on appelle un mix bag. C'est-à-dire que quand vous achetez un disque Naxos, d'abord c'est moche un disque Naxos, et quand vous achetez un disque Naxos, vous ne savez absolument pas ce que vous allez avoir comme qualité dedans. Pourquoi? Parce que Klaus Heymann est un gourmand et qui ne résiste jamais à élargir son catalogue, surtout d'œuvres rares, avec pas toujours une totale préoccupation de la façon dont c'est joué. Donc, Naxos, ça me plaisait beaucoup, parce que Naxos était un défi au goût personnel de l'acheteur, voire du journaliste. Quand vous recevez un disque Deutsche Grammophon, que vous êtes journaliste, et qu'il ne vous plaît pas, vous vous dites « Oh, je vais le réécouter parce qu'il va y avoir quelque chose qui m'échappe. » Mais quand vous recevez un disque Naxos qui ne vous plaît pas, vous dites « Oh, c'est un Naxos, ce n'est pas intéressant. » Ce petit défi-là me plaisait énormément. Et voilà. Donc, ça correspondait assez bien à ce que j'aime, c'est-à-dire à essayer de militer, batailler pour que les gens aient un goût personnel et ne soient pas suivistes. Je vous ai entraîné vers Naxos et Bratislava, mais revenons au moment où cette musique arrive comme l'eau au robinet et où vous vous lancez dans le numérique. Alors, j'ai créé Abeille Musique en 97. Les 3 premières années ont été formidables. La 3e année, la FNAC a décidé, le déstockage et la baisse de qualité à la FNAC, ça a fonctionné par vagues. Et 97 et l'an 2000-2001 a été une année terrible. Et je me suis trouvé face à des vagues entières de retour. Quand j'avais créé Abeille Musique, j'avais aussi remarqué dans mes précédents emplois chez Mediaset que les gens nous appelaient en nous disant « J'ai vu une belle critique dans Diapason pour votre disque, comment ça se fait que la FNAC ne veut pas me le commander ?» Je dis « Écoutez, monsieur, insistez, parce que j'en ai plein sur les étagères qui prennent la poussière, il n'y a aucune raison que votre magasin FNAC ne vous le fournisse pas. » Et je m'étais bien promis, quand j'ai créé ma propre société, que du jour 1, je ferai de la vente par correspondance en direct. Rappelez-vous
que la vente par correspondance de disques et de livres, qui était très développée en Angleterre, ne l'était absolument pas en France. Il n'y avait qu'une seule, grosso modo, qu'une seule entreprise qui s'appelait CD Mail, c'est tout. Et beaucoup de collègues, de confrères m'ont regardé avec des yeux en me disant « mais enfin, tu vas vendre en direct, mais tu vas te fâcher avec la FNAC ». En fait, la FNAC ne m'a jamais même fait remarquer que je la concurrençais. J'ai commencé à vendre en direct du premier jour, et puis au bout d'un an, j'ai construit un site internet. Donc là, on est en 2000, on est enfin au bout d'un an. Après, on est en 2000, je crois, 99. Je construis un site internet, ce qui était à l'époque pas courant. Amazon venait juste d'arriver. Quand Amazon est arrivé, j'ose le dire, moi, j'en avais tellement marre de la FNAC, tellement marre de me faire embêter, que j'ai accueilli Amazon les bras ouverts. Et j'ai adoré Amazon parce que j'avais des gens qui ne posaient pas un regard, euh, un regard de, comment dire, de jugement sur ce que je vendais. Ce qui était insupportable quand même à la FNAC, il faut bien le dire, c'était cette façon de vouloir comment dire, jouer au juge de paix. Je me rappelle qu'à l'époque où le CD-ROM est sorti, tout le monde a pensé que le CD-ROM aurait de l'avenir et qu'en plus ça rétablirait les marges parce que le CD-ROM était vendu à des prix extravagants. Et une publicité au cinéma a montré quelqu'un qui avait beaucoup de CD-ROM dans un sac poubelle, ouvrait le sac poubelle et faisait dévaler les CD-ROM l'escalier. Et c'était une pub pour la FNAC, disait « Nous, à la FNAC, on ne vous vendra jamais n'importe quoi, nous allons sélectionner ce qui est bon pour vous. » Eh bien, nous allons sélectionner ce qui est bon pour vous m'a toujours un peu énervé à la FNAC. Cette téléramification comment dire, de la vente m'ennuyait, d'autant plus qu'elle fonctionnait sur beaucoup, je dirais, de clichés. Pendant des années, quand vous vouliez un requiem de Mozart à la FNAC, on vous flanquait à 30 les mains le requiem de Berlioz, ça a duré, le requiem par Karl Böhm, de Mozart par Karl Böhm, ça a duré pendant 30 ans, mais pendant 30 ans, il y a eu des requiems de Mozart merveilleux qui valaient le coup d'être écoutés. Donc, la FNAC me cassait les pieds de plus en plus, et d'ailleurs j'avais des rapports qui étaient assez musclés avec eux, et quand j'ai vu arriver Amazon, j'ai vu quelqu'un qui voulait simplement vendre, sans porter de jugement. Et je dois dire que j'ai, en parallèle, encore une fois, fait ma propre vente par correspondance. Et au bout d'un moment, mais ça a marché du tonnerre. Et accessoirement, c'était très agréable, parce que pour ne pas faire de concurrence à la FNAC, je vendais le même prix que la FNAC, mais j'avais une triple marge. Sur votre site internet, qu'est-ce qu'on trouvait? On trouvait tous mes labels, absolument tous mes labels, extrêmement bien détaillé et renseigné. Ça, c'était un point très important. Nous avions fait un travail de documentation sur chaque disque pour essayer d'expliquer aux gens ce que c'était. Et ce travail a été poursuivi par la suite quand j'ai créé Qobuz. Et c'était un petit peu la marque de fabrique de Abeille Musique. Et puis d'autre part, sur le site Abeille Musique, à l'époque, on parlait beaucoup, vous savez, l'an 2000 a été une année extraordinaire. Moi, personnellement, l'an 2000, la fameuse année où Internet a explosé, etc., j'ai passé la saison accroché à mon iMac. À l'époque, c'était, vous savez, je crois que ça s'appelait des iMac, c'est-à-dire ils avaient des couleurs bonbons, ces ordinateurs, à regarder ce qui se passait. J'étais fasciné. En 1999-2000, je ne me souviens pas, pour la première fois, j'ai entendu de la musique sortir de l'ordinateur. Et d'abord, ça m'a fait penser que effectivement, ce que la dame m'avait dit, ça arrivait. Et puis, je me disais, j'ai 40 ans, si je ne m'accroche pas maintenant, si je ne comprends pas la grammaire Internet, bon, je suis foutu, quoi. Ça sera la pré-retraite, quoi. Donc, je me suis accroché là-dessus, alors que je n'avais aucune formation, encore une fois, scientifique, mathématique, informaticienne, ce n'était pas du tout mon truc. Et en 2003, donc, j'ai commencé à me préoccuper de savoir comment je pourrais stocker de la musique dans des serveurs pour préparer la vente de musique dématérialisée. J'ai tâtonné, j'ai dépensé de l'argent pour rien, et puis est arrivé quelque chose d'incroyable, c'est qu'en 2005, chez Abeille Musique, nous avons eu un succès extraordinaire que j'avais certes un peu arrangé, mais enfin, vous savez, on essaye d'avoir du succès, on n'y arrive pas tous les jours. Et là, il s'agissait de cette fameuse intégrale Mozart que nous avons commercialisée, qui faisait 170 CD, que nous vendions 99 €, je la fais courte,
j'avais réussi à faire ce tour de passe-passe extraordinaire, d'arriver à vendre 170 CD pour un prix ridicule, et ça a marché extraordinairement. J'avoue, je dois rappeler d'ailleurs que la Fnac, une fois de plus, m'a dit non, non, on n'en veut pas, et qu'ensuite ils étaient à genoux pour avoir des stocks. Et cette intégrale Mozart, suivie d'autres intégrales qui ont également très bien marché, qui a fait qu'une année, on a été jusqu'à 26% avec musique de part de marché classique en France, nous a donné de l'argent, nous a donné les moyens que nous avons réinvestis dans le numérique. Là, peut-être faudrait-il que vous nous disiez comment, économiquement, on arrive à produire une intégrale Mozart, dont je me souviens très bien, pour 99 euros. En fait, cette intégrale Mozart existait déjà. Elle avait été produite par la personne qui dirigeait ce label qui s'appelait Brilliant Classics et qui s'appelle Peter Van Winkel et qui est un mec merveilleux, un grand amateur de piano, un très grand producteur. Son patron lui avait dit « je voudrais sortir une intégrale Mozart ». En fait, à l'époque, il y avait une chaîne de magasins en Hollande qui travaillait avec eux en exclusivité. Une chaîne de magasins, c'est pas péjoratif, mais c'est un peu comme Lidl qui faisait des produits en exclusivité et des produits qui étaient extrêmement flashy, qui étaient extraordinaires, quoi. Et en l'occurrence, ils avaient décidé d'avoir une intégrale Mozart. Ils faisaient régulièrement des produits culturels et des CD, des coffrets. Et donc, ils avaient construit une intégrale Mozart. Pour construire cette intégrale Mozart, ce qui est évidemment une entreprise considérable, ils avaient d'une part fait ce qu'on appelle des licences, c'est-à-dire qu'ils avaient pris en location des enregistrements qui appartenaient à d'autres maisons de disques et ils avaient versé des sommes, ce qu'on appelle un flat fee, c'est-à-dire une somme fixe, en disant, voilà, tu as un requiem de Mozart, il m'intéresse, je te donne tant de milliers d'euros et j'ai le droit de l'exploiter pendant 5 ans. Donc ça, c'était une partie, disons, les 2/3 de cette intégrale. Et puis, il restait un tiers où les œuvres n'étaient pas licenciables parce que, très rares, certaines fois, n'existant que dans un seul enregistrement et le producteur de l'enregistrement ne voulait pas licencier. Donc là, ils se sont mis à produire, en particulier les opéras de jeunesse, par exemple. Il est d'ailleurs arrivé, je ne veux pas être trop long, mais il est d'ailleurs arrivé quelque chose de très étonnant, c'est qu'en plein succès de l'intégrale Mozart, l'un des disques, certainement l'un des disques les moins intéressants de Mozart, enfin, comportant la musique la moins intéressante, les contredanses, mais bon, quand on fait une intégrale, on enregistre tout, était une licence d'un enregistrement fait en Allemagne, et le producteur de cet enregistrement qui avait donné la licence, en fait, et qui était peut-être jaloux du succès de cette intégrale, s'est aperçu que la licence était tombée et donc nous a fait un procès. Ça a été épouvantable, enfin ça a été homérique comme histoire pour ne pas sortir les disques des magasins. Toujours est-il que voilà comment on fait une intégrale, et 2/3 où il n'y avait pas en quelque sorte, il n'y avait d'argent à investir qu'une sorte d'avance faite au producteur, et puis un tiers où il fallait investir. Ils avaient fait ça sur plusieurs années. Mais c'était des coffrets assez moches, assez invendables. Et mon idée, ça a été de dire, écoutez, mettez tout ça dans une boîte, surtout qu'elle soit petite, et vendons ça à un prix un peu qui fasse flash, d'autant plus qu'à l'époque, nous venions juste d'adopter l'euro. Le gouvernement avait pris des mesures pour que les producteurs, enfin, on ne puisse pas arrondir pour éviter l'inflation, pour qu'on ne puisse pas arrondir les prix. Donc, des disques valaient 15,23 €, enfin, des prix invraisemblables. Et là, on arrivait avec un prix flashy et rond. Et j'ai réussi à imposer ce prix aux revendeurs. C'est une chose qui serait trop longue à expliquer, mais j'ai réussi à un peu leur tordre le bras. Pourquoi ? Parce qu'ils vendaient un produit très cher. J'étais convaincu, très cher par rapport à un disque normal. 100 €, c'est pas rien. C'est le prix d'une paire de chaussures. J'étais convaincu que s'ils vendaient 129, ils n'allaient pas en vendre, mais que s'ils en vendaient 99, ils en vendent plein. C'est exactement ce qui s'est passé. Et alors là, ils se sont aperçus qu'ils étaient gagnants, parce que là où ils vendaient un disque d'habitude, ils en vendaient la valeur de 3,5. Et donc, ils avaient beaucoup de marge et tout le monde était content. Mais au début, je leur ai un peu forcé la main pour qu'ils le vendent à 99, car ils auraient dû le vendre à 129 avec leur marge habituelle. Merci de ces éclaircissements. J'aimerais que nous nous rapprochions maintenant de Qobuz, la plateforme de musique en ligne sur le chemin de laquelle je vous ai arrêté. Alors, en effet, l'une des préoccupations d'Abeille avait toujours été de donner des informations sur les disques. Car à l'époque, quand on achetait dans le magasin, on pouvait certes dialoguer avec le vendeur, regarder ce qu'il y avait derrière le disque, etc. Mais quand on achetait par Internet, c'était très difficile.
Et hélas, 20 ans plus tard, c'est toujours aussi difficile. Donc, quand j'ai fait mon site Abeille Musique, j'ai fait un site dont tout le monde s'accordait à dire qu'il était très détaillé. Et quand nous avons eu ce coup de bol avec l'intégrale Mozart, et que nous avons eu les moyens donc de nous mettre à travailler sur le projet Cobuzz, nous avons pris des fondamentaux que nous avions déjà développés sur Abeille Musique. C'est-à-dire que mon idée était que je travaillais dans un genre spécialisé, un genre de passion, et que je devais me servir du numérique pour, pour le mettre au service de ma passion. Parce que si nous ne nous emparions pas, nous, les passionnés, les spécialistes de ce genre, du numérique, pour vraiment le mettre au service de notre passion, alors ça serait terrible, ça serait même assez dégueulasse, si je peux me permettre, et ça serait une boucherie. Et hélas, la boucherie est arrivée. On a vu débouler à l'arrivée de la musique en ligne. D'abord, il faut savoir une chose, c'est que la première fois que iTunes a été créé, iTunes a été créé à la demande des plus gros producteurs de musique mondiaux, parce que Apple avait inventé l'iPod, qui permettait de stocker la musique dans un petit disque dur baladeur, mais rapidement on s'est aperçu qu'une quantité absolument minuscule de la proportion de musique stockée sur les iPods du monde entier était légale. Le reste était du piratage. Le piratage, comme vous le savez, s'était beaucoup développé. Et donc, les maisons de disques ont insisté auprès d'Apple pour que Apple crée un service de vente de musique à l'acte, téléchargement. C'est ce qu'a fait Apple, en ne se souciant jamais de ces problèmes comment dire, ni de qualité d'information, ni de qualité de son. Et en vendant finalement de la musique compressée finalement assez chère, 9,99 pour avoir un enregistrement très dégradé. Et quand sont arrivés, je dirais, les aventuriers du streaming, c'est-à-dire Spotify, Deezer et Qobuz, Qobuz ayant été créé absolument en même temps que Deezer, enfin 4 mois de distance, les autres, là, les Spotify et Deezer, ne se sont pas non plus préoccupés de la documentation, ne se sont pas préoccupés de la qualité de son. Ils ont été des entreprises à certains égards très habiles parce qu'ils ont construit un mur d'argent pour faire ce qu'on appelle une barrière à l'entrée. C'est-à-dire que pour être certain que d'autres concurrents ne rentreraient pas, ils ont accumulé une espèce de barricade d'argent, en particulier Spotify, qui les mettait à l'abri de tout problème pour développer leur projet, qui leur permettrait de prendre des parts de marché en perdant de l'argent. C'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que les startups qui perdaient de l'argent, en fait, ne perdaient de l'argent en exploitation, mais prenaient de la valeur. Et c'est ce qui s'est passé avec Spotify. Aujourd'hui, ils doivent à peu près être équilibrés, mais pendant des années, ils ont perdu de l'argent. Simplement, leur entreprise a pris énormément de valeur. Alors, ça a été moins heureux avec Deezer, qui a été soutenu de manière invraisemblable par le gouvernement français au détriment de Qobuz à l'époque. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, on votait la loi Hadopi. Et Madame Albanel, quand elle a défendu, qui était ministre de la Culture, quand elle a défendu la loi Hadopi devant le Parlement, s'est trouvée devant un Parlement toute couleur confondue, politique confondue, très rétif à voter la loi Hadopi, parce que, je me rappelle, Madame Royal avait déclaré, mais enfin, je ne vais tout de même pas faire mettre en prison mes enfants qui téléchargent dans la cave, comment dire, dans le garage. Donc c'était une loi très impopulaire et il fallait sortir un exemple vertueux de musique en ligne. Ça a été Deezer qui était à l'agonie et on a demandé à Orange de le reprendre en main. D'ailleurs, la même chose s'est passée, vous vous rappelez, avec Dailymotion. Dans les deux cas, ça n'a pas été un grand succès, je crois. Alors Deezer n'est pas un gros succès, mais appartient désormais à un oligarque russe qui possède également Warner Music. En revanche, Spotify est un assez beau succès, a énormément des millions de clients dans le monde entier. Toujours est-il que tout cela s'est fait aux dépens des droits des producteurs, du moins des producteurs indépendants.
Les majors, quand elles ont vu arriver ces gens qui inventaient le streaming, n'ont pas été très regardantes. À l'époque, elles étaient en très mauvaise situation financière parce que les ventes de CD s'effondraient. Et elles étaient, je crois pouvoir dire, assez intéressées par recevoir des avances. Il y avait des cas, je pense chez Deezer en particulier, où quand le gars qui dirigeait Deezer allait faire une levée de fonds, pratiquement il sortait de chez son capital risqueur pour apporter le pognon chez tel ou tel major. Donc ça, c'était un petit peu l'économie de survie des majors qui consistait à palper le fric le plus possible. Ils ne se sont pas préoccupés de l'avenir du système et du modèle économique un peu, comment dire, un peu pervers que créaient les services de streaming. Le streaming en tant que système d'écoute de la musique est une pure merveille. C'est extraordinaire car pour moi, c'est un outil de culture fabuleux. En revanche, ce n'est pas parce que c'est un outil de culture fabuleux dans son principe qu'il doit être dévastateur dans son économie. Et ce qui se passe, c'est qu'il est dévastateur parce que le partage de la valeur est très mauvais et qu'on n'a pas du tout considéré que dans le monde numérique, il fallait aussi faire une différenciation entre les répertoires qui n'avaient pas le même modèle économique. Je ne veux pas être trop long, mais lorsque vous achetiez un disque 23 €, la personne qui avait produit ce disque savait par exemple, un disque classique 23 €, savait par exemple qu'elle risquait d'en vendre dans le monde, si ça ne marchait pas 3500 en l'espace de 2 ans, mais si ça marchait bien, peut-être 50, 75 000 en l'espace de 2 ans. Donc elle calibrait sa dépense de production par rapport à ses chances de succès. Et la personne qui achetait son disque 23 € jouait le jeu et il y avait une sorte de contrat en quelque sorte entre l'acheteur et le producteur. Ce contrat n'existe plus au moment du numérique. Il existe encore pour le téléchargement à l'acte, qui en fait est un acte de vente très similaire à celui de vente d'un CD. Et je dois dire même que le téléchargement à l'acte était un très bon modèle économique, peut-être plus intéressant en termes de marge que le CD. En revanche, en streaming, c'est un métier de fou où, lorsque vous déposez votre production sur une plateforme de streaming, vous ne savez absolument pas ce qui va vous être payé, car ce qui va vous être payé ne va pas dépendre de la performance de succès de votre disque, mais de la performance de succès de Madonna ou de Rihanna qui, le même mois, vont faire un tube qui, en part de marché des clients écouteurs de la plateforme, va tout écraser. C'est une chose invraisemblable. Je ne sais pas si je suis clair. Vous avez peut-être sauté une étape. Quand on cède sa production à une plateforme, j'imagine que l'on signe un contrat qui prévoit une rémunération pour cette production. Si c'est bien le cas, comment est calculée cette rémunération et pourquoi faut-il attendre que Madonna fasse sauter la banque pour qu'on puisse la percevoir, cette rémunération? Non, surtout pas. Vous n'allez pas l'apercevoir si Madonna se fait sauter la banque. Alors voilà comment ça se passe. Un service de musique en ligne a un certain nombre d'abonnés qui payent chaque mois de l'argent. Donc, prenons une base 1 million. Donc, supposons que le service de musique en ligne, ou 100 millions, et 100 millions de recettes chaque mois. Le service de musique en ligne paye la TVA, le service de musique en ligne paye les droits d'auteur. Dans le cas du CD, c'était l'éditeur qui payait les droits d'auteur. Dans le cas de la musique en ligne, c'est le service de musique en ligne qui paye les droits d'auteur. Et le service de musique en ligne, bien entendu, garde sa marge, environ 20%. Reste une somme, supposons grosso modo 600 000 € 600 millions, si vous voulez, sur les 100 millions, 60% environ, qui va aller rémunérer les producteurs et les artistes qui ont contracté avec les producteurs. J'espère que je suis clair jusque-là. Oui. Les services de streaming, d'une certaine manière, si vous voulez, voilà ce que disent les contrats. Voilà ce que disent les contrats. Tu me donneras 60%, j'arrondis, ce n'est pas les chiffres exacts, tu me donneras 60% de ce que tu touches. Bon, la plateforme de streaming, elle donne ses 60%. Peu lui chaud, en fait, quel va être le partage de la valeur ensuite. Elle donne ce qu'elle doit donner, elle peine à gagner sa marge de 20% et elle donne le reste. Mais il y a
un biais dans cette affaire. C'est que si vous avez un abonnement streaming et que vous écoutez toute la journée Annie Cordy, parce que vous êtes passionné par Annie Cordy, en particulier vous êtes passionné par une chanson en particulier. Je ne sais pas quelle est votre chanson préférée, Philippe, d'Annie Cordy, mais... Ah, moi, c'est quand elle chante Ces gens-là de Brel. Mais Voilà. Eh bien, supposons que vous écoutiez toute la journée Ces gens-là de Brel, par Annie Cordy. Normalement, 100% du prix de votre abonnement que vous avez payé devrait aller à Annie Cordy et son producteur. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire que 60% de ce qui est perçu devrait aller. Ce n'est pas du tout le cas. Parce que si, vous comprenez, l'argent qui est sur la table à distribuer est une piscine fermée. Bon, elle s'agrandit un peu chaque mois parce que la plateforme gagne de nouveaux clients, mais c'est un truc fermé. Mais si ce mois-là, au terme d'un succès planétaire, Rihanna a fait 50% des écoutes à elle seule, ou alors le répertoire de Rihanna a fait 50% des études, ou des écoutes, ou le répertoire de la techno, ou etc., ou du rap après a fait sur cette plateforme 50% des études, des écoutes, il ne restera que 50% pour les autres. Donc vous vous trouvez compressé dans vos revenus. Le contrat que vous avez fait, vous, en tant que producteur, artiste, avec la plateforme, ne dit pas ce que vous allez être payé. Il dit le pourcentage de ce que vous allez recevoir. Et ce que vous allez recevoir, c'est d'un certain pourcentage votre part. Mais si vous comprenez que vous êtes très minoritaire, Philippe Meyer, à écouter ces gens-là par Annie Cordy. Très, très minoritaire. Ou pareillement, si vous écoutez du Raf, du Liatuchinski, du Chimanovski et même du Jordi Savall. Vous êtes très minoritaire sur une plateforme comme Deezer ou Spotify, où tout le monde écoute du rap, du hip-hop et des standards internationaux. Donc, sur une plateforme comme Qobuz, j'avais fait une animation de cette plateforme qui était très forte sur le classique, parce que c'était ma spécialité. Mais j'avais compris aussi, j'avais réalisé qu'il ne fallait surtout pas faire une plateforme spécialisée, parce que les utilisateurs allaient sinon se cogner au mur de la plateforme constamment. Imaginez par exemple, je veux écouter de la musique de film, est-ce de la musique classique, est-ce pas de la musique classique? Donc j'avais fait une plateforme généraliste, mais qui avait même Johnny Hallyday, et qui a toujours Johnny Hallyday, mais en l'animant d'une certaine manière, j'avais fait une proportion de clientèle classique très importante, 30-40% une époque, 42% une époque, et donc cette plateforme était bien une plateforme qui rémunérait bien le classique, vous comprenez? À l'inverse d'une plateforme où le classique n'aurait fait que 2 ou 3%. vous assuriez avec Qobuz une meilleure rémunération des artistes, vous assuriez une meilleure qualité de son et vous assuriez une meilleure documentation sur les œuvres et sur les interprètes. Quel a été l'accueil du public et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, Qobuz n'a pas pu rester indépendant et a dû être racheté? Bon, alors je ne vais pas, chialer ici, mais l'affaire a été un peu malheureuse parce que lorsque nous avons créé Qobuz, nous avons été confrontés à Deezer, largement soutenu par le gouvernement pour les raisons que j'ai expliquées, et aussi que lorsque nous avions eu la chance de faire une levée de fonds, vraiment une chance de faire une levée de fonds assez importante en plus pour l'époque, mais rapidement on s'est trouvé confronté à ce concurrent qui racontait partout que la musique serait gratuite. Moi personnellement, je ne comprenais pas comment la musique pourrait être gratuite. Eux, ça ne les dérangeait pas de raconter des sottises, mais moi, je ne comprenais pas parce que j'avais produit de la musique, j'avais fréquenté des producteurs de musique de toute ma vie, et donc je ne comprenais pas. J'avoue que même à un certain moment, j'étais troublé, mais vraiment troublé. Je me dis, bah, attends, bon, si la musique doit être gratuite pour une raison que je ne comprends pas aujourd'hui, bah, de toute façon, j'aurais construit un service de musique en ligne qui aura quand même sa différence. Voilà, ça sera utile. Mais je voyais aussi que nous perdions notre temps. Parce que quand vous avez des concurrents qui donnent avec la puissance d'Orange ce que vous essayez de vendre, parce que Orange avait acheté chaque mois 2,5 millions d'abonnements à Deezer sur injonction du gouvernement, quand même, c'est extraordinaire cette affaire, et donc soutenait de manière abusive, selon moi, Deezer. Et moi, j'étais en face, petite start-up, avec certes de l'argent à la banque parce que nous avions fait une belle levée de fonds, mais l'argent allait filer, s'épuiser chaque mois, et nous allions bientôt nous retrouver dans une situation où nous n'aurions plus d'argent et nous n'aurions pas fait notre projet. Alors à cette époque-là, je me suis, d'abord
j'ai crié, pleuré dans tous les sens, mais sans grand succès. J'ai fait un mouvement vers la musique en ligne de très haute définition parce que j'ai pensé qu'au moins il y avait un endroit où Cobuzz pourrait se mettre à l'abri. Et d'ailleurs, c'est resté, et encore aujourd'hui, ça reste l'un des points forts de Cobuzz, c'est-à-dire de vendre des fichiers qui sont de très très haute qualité, etc. Mais en vérité, moi, je pensais et je pense toujours que la clientèle de Cobuzz, pour se développer bien, doit s'intéresser au cœur de l'offre, en particulier aux mélomanes, quoi. C'est-à-dire que je dirais que le pitch, c'est plutôt la musique que la qualité de son. Aujourd'hui, finalement, la qualité de son finit 10-15 ans après par s'améliorer sur toutes les plateformes. Vous savez, hélas, ce n'est pas un avantage que d'avoir raison trop tôt, mais c'est un peu ce qui nous est arrivé. Et à l'époque où nous avons voulu faire une troisième levée de fonds, nous avions trouvé des investisseurs, mais la Caisse des dépôts, qui avait un fonds qui était destiné à cela, a préféré que voulez-vous investir chez le producteur de Mylène Farmer que chez nous, et donc a fait foirer notre troisième levée de fonds. À partir de là, nous avons un peu traîné notre peau. On avait des investisseurs qui n'étaient pas convaincus, parce qu'ils disaient, regardez, Deezer ont des tas de difficultés avec tout le pognon qu'ils ont, ils n'arrivent pas, alors comment vous allez-vous y arriver? C'est ainsi qu'on s'est retrouvé au tribunal de commerce et devoir lâcher l'affaire. Et heureusement, d'ailleurs, Cobuzz a été repris par quelqu'un qui depuis s'en occupe fort bien, qui a dépensé beaucoup d'argent. Je crois que ça commence à marcher. Mais c'est un cas, je dirais, où vous avez un environnement concurrentiel qui agit un petit peu par la c'est connu, hein. Vous pouvez vous trouver en face de concurrents qui vous créent des problèmes rien que pour vous empêcher de vous développer. Et ce n'est pas seulement Deezer d'ailleurs, hein. C'est que vraiment la musique en ligne a été un enjeu financier considérable et que des gens comme Spotify, très habiles, banquiers, ont compris qu'il fallait que pour qu'ils aient tout le marché, une grosse partie du marché, eh bien, ils aient, qu'ils créent cette barrière à l'entrée où d'autres ne pourraient pas suivre. Voilà. Yves Riesel, je vous remercie. Il y a beaucoup de sujets que j'aimerais aborder avec vous, notamment celui de la vie musicale en France et de l'offre de concerts, mais je ne voudrais pas que nous nous quittions sans que vous répondiez à cette question. Le dernier rapport du ministère de la Culture sur les pratiques culturelles des Français montre que le rétrécissement, tant du point de vue de l'âge que du point de vue des classes sociales, le rétrécissement de la clientèle de la musique classique se poursuit. Et il montre en même temps que c'est le numérique qui prend le dessus sur ce qu'il est convenu d'appeler le patrimonial. Comment imaginez-vous que le numérique puisse aller piquer la curiosité d'un public plus large que celui que cette musique a déjà ? Moi, je pense, en ce qui concerne la musique classique, la fameuse démocratisation de la musique classique est une tarte à la crème dont on nous bassine depuis des années. Je pense qu'il y a une seule chose qu'on ne dit jamais par rapport à la musique classique, c'est qu'elle est d'une nature différente de la musique de variété et évidemment de la pop. Quand vous écoutez de la musique classique, que ce soit à la maison ou que ce soit dans un concert, vous avez une relation 1 à 1 avec l'artiste ou les artistes qui sont sur scène. Évidemment, quand vous écoutez de la musique classique, vous ne sautez pas sur votre chaise au concert en tapant des mains. C'est une chose, c'est un loisir, c'est une passion différente, mais qui est intime. Et vraiment, si on voulait faire comprendre aux gens ce qu'est la musique classique, il faudrait leur dire ça. C'est quelque chose qui va c'est quelque chose d'intime. Bon. Donc, ne t'étonne pas que ça ne s'écoute pas comme la pop. Bon. Je pense que je ne suis pas certain, si vous voulez, je voudrais être persuadé que la musique classique, la pratique ou l'écoute de la musique classique est en régression. Très franchement, je pense que c'est à peu près similaire depuis longtemps. Sauf que les bourgeois, peut-être, éduquent moins bien leurs enfants de nos jours qu'il y a 30 ans, ils les auraient emmenés au concert de Poligny et qu'aujourd'hui, ils vont plutôt les emmener au concert de ces vieux schnocks de Rolling Stones à Bercy. Et que forcément, ça crée à force des dégâts. Et que la classe moyenne aujourd'hui est grosso modo, évidemment, moins cultivée, on va dire, de ce point de vue-là, et sur le point du patrimoine musical qu'elle ne l'était. Toutefois,
pour trouver des signes positifs. Il y a eu quand même aussi, au cours des 50-40 dernières années, des changements de répertoire qu'il faut bien prendre en compte. En musique classique, par exemple, l'avènement de la musique ancienne, de la musique baroque. Et ce public-là est plutôt jeune, vous voyez, alors que le concert symphonique, la musique de chambre a des problèmes, c'est certain. Le piano a des problèmes, c'est certain, même si… voilà. Et donc, je pense que, et je le sais parce que j'ai beaucoup d'amis dans ce milieu, que par exemple dans la musique baroque, dans la musique ancienne, dans toute la jeune génération, vous avez des gens qui sont complètement sur le numérique et qui vont savoir s'en servir. Toutefois, ce qui s'est passé ces dernières années, c'est qu'il y a eu une déprofessionnalisation, je dirais, de la production de la musique classique. On a beaucoup raconté à partir de l'an 2000 que Internet allait permettre une désintermédiation et donc permettre aux musiciens de reprendre leur liberté. C'est à voir. Je pense que la paupérisation des maisons de disques, parce que la baisse des ventes les a extraordinairement appauvries, a fait qu'elles n'ont plus les moyens de dire « je veux ». Vous savez, un éditeur, sa plus grande force, c'est de dire « non, je ne ferai pas ce disque » ou « je ne publierai pas ce livre ». Le pouvoir de dire non. Aujourd'hui, les éditeurs de disques n'ont plus le pouvoir de dire non. Ils ont été très, très, très affaiblis au point presque de disparaître, de devenir presque des boîtes aux lettres où les projets arrivent tout financés. C'est très, très mauvais. L'argent va souvent aux artistes, aux institutions, aux groupes qui ensuite viennent l'apporter aux maisons de disques. Mais ça veut dire que le filtre, la censure en quelque sorte, le métier de l'éditeur n'est plus respecté, il est piétiné. Je pense que c'est quelque chose dont devraient s'emparer les pouvoirs publics, voir où y mettre l'argent et que la recréation de vrais médiateurs sera très très important pour l'avenir de ce métier, pour la professionnalisation des artistes. Enfin, comment ne pas déplorer l'errance totale du service public. Quand il y avait, dans les années 70, un concert de musique classique le dimanche à 14h sur la chaîne nationale, il s'agissait bien de faire de la place à la musique classique dans une chaîne qui avait des programmes très variés. Aujourd'hui, la musique classique est cantonnée, par exemple, sur une chaîne comme Arte. France 2, c'est un pur scandale. Les émissions comme Le Grand Chéchiquier, Fauteuil d'orchestre ou l'émission Fauteuil d'orchestre sont vraiment désastreux, courent après une audience qui ne marche pas en fait. C'est vraiment terrible. Il faudrait revenir quand même, en général, moi je pense, si je n'avais qu'une chose à dire aujourd'hui, c'est réinventons ce que doit être un service public et comment il doit soutenir les activités culturelles telles que la musique classique et d'autres. Revenons quand même à des choses fondamentales. Ivry Ezel, comme vous l'imaginez, ce n'est pas moi qui vous contredirai quant à la nécessité de réinventer le service public. Merci d'avoir passé ce temps avec nous. Je recommande à nos auditeurs de consulter, voire de s'abonner à votre lettre hebdomadaire d'information, Quack au pluriel, C-O-U-A-C-C-S, Quack au pluriel, qui donne des informations hebdomadaires pertinentes et impertinentes sur la vie musicale française et qui donne une précieuse sélection des enregistrements parus et disponibles en CD ou en numérique. Ivry Ezel, merci et au revoir. Merci.